Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les désirs pervers et les obsessions malsaines ont conduit à la mort atroce d'une femme. Cette affaire, troublante et controversée à l'époque, se distingue par la nature sadique du meurtre. Je vais vous parler de l'effrayante affaire de Jane Longhurst, une enseignante dont la vie a été tragiquement interrompue en 2003. Plongeons ensemble dans les sombres détails de ce cas. Dans cet épisode, nous nous transportons en 2003 dans la ville balnéaire de Brighton, au Royaume-Uni. Située dans le sud de l'Angleterre, Brighton est le lieu de résidence de Jane Longhurst, âgée de 31 ans, qui vit avec son partenaire. Née en 1971, Jane a grandi à Reading avec sa sœur aînée Sue, de 8 ans, son aînée. Elle s'entendait bien avec tout le monde depuis son plus jeune âge, évitait les conflits et était appréciée par tous ceux qui la connaissaient. Elle entretenait également de très bonnes relations avec sa famille, notamment avec sa mère. À l'âge de 5 ans, elle s'est intéressée à la musique, plus précisément à la pratique d'instruments. Elle apprenait à jouer du piano et de la flûte. Mais ce sont les violons qui occupaient une place particulière dans son cœur, c'est l'instrument qu'elle aimait le plus jouer. La jeune femme envisageait son avenir dans la musique et, lorsqu'elle a déménagé à Brighton, elle est devenue membre de l'orchestre local. Cependant, ce n'était pas sa seule occupation. On pourrait dire que c'est une activité supplémentaire, car elle travaillait comme enseignante dans une école spécialisée. Elle y travaillait à plein temps, mais son emploi du temps était organisé de telle manière que chaque vendredi était son jour de congé. Et c'était exactement la même chose le vendredi 14 mars 2003. Ce jour-là, Jane avait prévu de se rendre à Londres avec sa mère pour visiter la National Portrait Gallery. Cependant, ce voyage n'a pas eu lieu car sa mère ne se sentait pas bien et elles ont décidé de reporter leur visite à la semaine suivante. Jane avait donc toute la journée de libre. Comme chaque vendredi était son jour de congé, elle essayait toujours de l'utiliser au mieux. Elle se levait assez tôt, nettoyait l'appartement, puis allait au gymnase ou à la piscine. À son retour, elle préparait le dîner pour elle-même et son partenaire Malcolm. C'est pourquoi, lorsqu'il est rentré du travail, il s'attendait à la trouver à la maison. Il savait que ses projets de voyage avaient changé. Cependant, en entrant dans la maison, il n'y avait personne. Il a immédiatement appelé Jane, mais personne n'a répondu. La boîte vocale s'est activée tout de suite, comme si le téléphone était éteint. Il a essayé plusieurs fois, obtenant à chaque fois le même résultat. Cela l'a inquiété un peu, alors il a contacté la mère de Jane, espérant que peut-être elle s'était rencontrée malgré tout. Liz Longhurst n'avait aucune idée de l'endroit où pouvait être sa fille, ne lui ayant pas parlé ce jour-là. Elle a suggéré que Jane avait peut-être assisté à une réunion des membres de l'orchestre de jeunes de Brighton, où elle aidait souvent. Cette possibilité a rassuré un peu Malcolm, pensant que Liz avait peut-être raison et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mais lorsqu'il a appelé l'orchestre après un certain temps pour demander si Jane s'y trouvait, on lui a répondu qu'il ne l'avait malheureusement pas vue ce jour-là. Malcolm a commencé à s'inquiéter de plus en plus. Jane ne se comportait pas ainsi. Habituellement, elle informait ses proches si elle sortait quelque part. Il n'était jamais arrivé qu'elle parte sans en informer les autres. Malcolm a alors commencé à appeler tous ses amis, mais personne ne l'avait vue ce vendredi-là. Elle n'avait contacté qu'une de ses amies, Lisa, le matin. Mais comme Lisa était au travail, c'est son mari qui avait répondu au téléphone. C'était la seule information la concernant ce jour-là. Quand Jane n'est pas rentrée à la maison après plusieurs heures, Malcolm a décidé de signaler sa disparition à la police. Les policiers ont immédiatement écarté l'idée qu'elle avait l'intention de quitter Malcolm et de partir.
Tout d'abord, elle n'avait aucune raison de le faire. Elle était très heureuse de sa vie, avec un travail qui lui procurait satisfaction et son rôle dans l'orchestre, réalisant ainsi son rêve. Sa relation avec Malcolm était également très réussie. Rien dans sa vie ne laissait penser qu'elle voulait commencer une nouvelle vie ailleurs. Elle n'avait emporté aucun objet de chez elle qui aurait pu le suggérer. Il ne manquait que son sac à main et son téléphone, des objets qu'elle emportait toujours avec elle lorsqu'elle sortait. Lorsqu'on a vérifié si elle avait utilisé sa carte bancaire, il s'est avéré qu'elle n'avait pas été utilisée depuis sa disparition. Malcolm savait bien que sa copine payait toujours par carte et que si elle avait acheté quelque chose pendant ce temps, elle aurait certainement payé de cette manière. Son téléphone portable n'était pas non plus actif depuis vendredi matin, lorsqu'il a été éteint. Les enquêteurs ont interrogé tous les amis et la famille de la jeune femme, y compris Malcolm. Habituellement, dans les affaires de disparition, le partenaire est la première personne suspectée. Mais dans le cas de Malcolm, la police n'avait rien qui suggérait qu'il était responsable de la disparition de sa partenaire. L'interrogatoire des proches de Jane n'a rien apporté de nouveau à l'affaire. Personne ne savait ce qui avait pu arriver à la femme de 31 ans, ni ne possédait d'informations pouvant résoudre cette énigme. Les policiers ont examiné les enregistrements de toutes les caméras de surveillance de Brighton, mais ils n'ont pas réussi à repérer Jane sur l'une d'elles. Elle avait disparu sans laisser de traces. Les enquêteurs ont alors décidé de faire appel à l'aide du public. Peut-être que quelqu'un avait vu quelque chose qui n'a pas été enregistré par les caméras de surveillance. Après tout, il n'y a pas de caméras partout et, surtout en 2003, il y en avait bien moins qu'aujourd'hui. Dans un appel télévisé, la mère de Jane et Malcolm ont demandé toute information concernant Jane et les enquêteurs ont rapidement commencé à recevoir des signalements de personnes affirmant l'avoir vue, non seulement à Brighton, mais aussi dans d'autres villes d'Angleterre. Selon un appelant, Jane aurait même été aperçue au pays de Galles. Les policiers ont vérifié tous ces signalements, mais aucun d'entre eux ne les a conduits à la jeune femme. Les enquêteurs n'avaient absolument rien qui puisse les aider à déterminer ce que Jane aurait pu faire le vendredi. À mesure que les jours passaient depuis sa disparition, ils ont commencé à supposer que quelque chose de grave était arrivé. Peut-être n'était-ce pas une simple affaire de disparition, mais une affaire de meurtre. Ils ont donc fouillé les forêts, les parcs et autres espaces verts environnants. Chaque endroit où un corps aurait pu être abandonné a été passé au peigne fin. Cependant, cela n'a rien donné. 5 semaines après la dernière fois où Jane a été vue, l'enquête semblait être dans une impasse. Les enquêteurs avaient épuisé toutes les pistes. Quoi qu'ils fassent, cela n'apportait rien de nouveau. Jusqu'au 19 avril, date à laquelle une percée tant attendue s'est produite dans l'affaire. Un homme, en rentrant chez lui, a traversé une forêt où il a remarqué un feu. Craignant que les flammes ne se propagent à toute la forêt, il a rapidement appelé les pompiers. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, l'homme, épuisé après une journée de travail, est monté dans sa voiture et a commencé à partir. Les pompiers étaient là. Ils ne pouvaient plus rien faire pour aider. Cependant, dès qu'il a démarré, il a remarqué dans le rétroviseur un pompier qui courait derrière sa voiture. Lorsqu'il s'est arrêté, il a appris de lui qu'il ne pouvait aller nulle part car ce n'était pas un simple incendie. Dans cette forêt, un corps était en train de brûler. Après l'extinction du feu, les policiers sont arrivés sur les lieux et ont découvert le corps d'une femme. Elle ne portait aucun vêtement, à l'exception de collants enroulés autour de son cou. La seule façon d'identifier la victime était de consulter les dossiers dentaires, ce qui a permis d'établir qu'il s'agissait de Jane Longhurst, disparue depuis près de 5 semaines. Elle a été retrouvée à près de 30 kilomètres de Brighton.
l'autopsie a révélé qu'elle n'avait pas été tuée au moment de la découverte de son corps. Elle avait été assassinée 5 semaines plus tôt, probablement le jour de sa disparition. La cause de sa mort, comme on pouvait le supposer d'après les collants enroulés autour de son cou, était une asphyxie. Mais que s'était-il passé avec son corps jusqu'à sa découverte? C'était la question à laquelle les enquêteurs devaient répondre. Sur le lieu où le corps de Jane a été retrouvé, des restes d'une bâche brûlée dans laquelle son corps était probablement enveloppé ont été découverts, ainsi qu'une boîte en carton brûlé portant l'inscription « Attention ». L'affaire de disparition s'est transformée en affaire de meurtre et les enquêteurs ont décidé de revoir les informations recueillies. Peut-être avait-il manqué quelque chose. Ils ont décidé de reprendre contact avec les personnes qui connaissaient Jane, espérant que quelqu'un se souviendrait de quelque chose. Ils étaient particulièrement intéressés à parler à Graham Coots, le partenaire de l'amie de Jane, Lisa, car il avait été le dernier à lui avoir parlé, comme en témoignaient les appels de son téléphone. Peut-être que la femme lui avait dit quelque chose qui pourrait les aider à trouver le coupable. C'est pourquoi les policiers se sont rendus chez lui pour lui parler à nouveau. Lorsqu'ils sont entrés, la première chose qu'ils ont remarquée était des cartons empilés contre le mur. Il s'agissait de cartons ordinaires, comme beaucoup d'autres, mais chacun d'eux portait l'inscription « Attention » et un morceau de carton brûlé, exactement comme celui-ci avait été retrouvé dans la forêt près du corps de Jane. La police a également remarqué que Graham était extrêmement nerveux. Au cours de la conversation, ils ont essayé de savoir ce qu'il faisait le jour où le corps a été retrouvé. Graham, qui travaillait comme vendeur, a déclaré qu'il livrait des marchandises à ce moment-là. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de fournir une confirmation, il n'a pas pu le faire. Il a montré à la police les reçus des autres jours, mais pas pour celui du 19 avril. La police a également remarqué qu'il ne répondait pas spécifiquement aux questions qui lui étaient posées. Les réponses qu'il donnait étaient très générales, et il a répondu exactement la même chose lorsqu'il a été interrogé immédiatement après la disparition de Jane. Tout cela a conduit les policiers à l'arrêter, soupçonné du meurtre de la femme de 31 ans. Graham connaissait bien Jane, sa femme étant la meilleure amie de celle-ci. Tous les 4 se réunissaient souvent avec Jane et Malcolm. Graham sortait également avec Malcolm car ils jouaient au tennis ensemble. Lui et Jane allaient aussi ensemble à la piscine, appréciant de prendre soin de leur santé de cette façon. Graham, originaire d'Écosse, avait déménagé à Brighton lorsqu'il a rencontré Lisa. Passionné de musique comme Jane, il jouait de la guitare et rêvait d'en faire son métier. Cependant, sa vie a pris une direction différente et il effectuait principalement divers travaux physiques, travaillant dans une entreprise de nettoyage ou comme monteur de fenêtres. En 1998, il a commencé à travailler comme vendeur, se déplaçant de maison en maison pour vendre des produits. Ce n'était pas le métier de ses rêves, mais il était satisfait de sa vie, qui était sur le point de changer considérablement. Sa femme Lisa était enceinte de 8 semaines et ils attendaient des jumeaux. De l'extérieur, il semblait heureux et comblé. Il était difficile de croire que cet homme, ami de Jane et Malcolm, puisse être responsable de la mort de la femme. Cependant, les policiers devaient l'interroger, espérant découvrir des faits surprenants ou prouver son innocence. Pendant l'interrogatoire, il répétait constamment qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Jane. Ils étaient juste amis, il n'y avait rien de plus entre eux, et il l'avait vue pour la dernière fois le dimanche avant sa disparition. Bien qu'il ait été la dernière personne avec qui elle avait parlé au téléphone, Jane voulait simplement parler à Lisa, qui n'était pas à la maison à ce moment-là. Graham lui a dit que sa femme était au travail, et leur conversation n'a pas duré longtemps. Malgré son insistance sur son innocence, la police continuait de trouver des détails troublants.
il avait du mal à fournir un alibi solide pour le jour de la découverte du corps. Son comportement nerveux et ses réponses évasives renforçaient les soupçons. L'enquête devait donc se poursuivre pour découvrir la vérité, qu'elle soit en faveur ou à l'encontre de Graham. Lorsque Graham a été arrêté, son ordinateur et sa voiture ont également été saisis pour être vérifiés. En ouvrant le coffre de la voiture, les policiers ont immédiatement senti une odeur assez spécifique, semblable à celle d'un corps en décomposition. Cependant, il n'a jamais avoué sa culpabilité. Les policiers n'avaient aucune preuve concrète le désignant comme le coupable. Après 23 heures de détention, ils ont dû le relâcher faute de preuves suffisantes. Néanmoins, ils étaient convaincus qu'il était responsable de la mort de Jane et savaient qu'ils devaient trouver quelque chose pour le prouver. 2 jours après la libération de Graham, un homme a appelé la police avec une information très intéressante. Il était le gestionnaire d'un entrepôt où des casiers sont loués pour stocker toutes sortes d'objets qui n'ont pas actuellement leur place dans une maison. Il a parlé d'un homme qui avait récemment loué un tel casier. Il ne savait pas ce qui y était stocké, mais une odeur désagréable en émanait. Ce qui est intéressant, c'est qu'exactement ce week-end-là, lorsque le corps de Jane a été retrouvé, l'odeur avait disparu. Ce gestionnaire avait entendu parler de la mort de Jane et a pensé que peut-être son corps avait été stocké dans son entrepôt. L'homme qui avait loué cet entrepôt s'appelait Paul Kelly et, selon le gestionnaire, il se comportait de manière un peu étrange. Normalement, lorsque quelqu'un loue un entrepôt, il y laisse ses affaires et ne revient pas pendant une longue période. Mais Paul venait là tous les quelques jours. C'était un comportement plutôt inhabituel. Les policiers ont été très surpris par ce signalement. Ils étaient convaincus que c'était Graham qui avait tué Jane. Se seraient-ils trompés dans leur évaluation ? Ils ont immédiatement décidé de vérifier cette piste et se sont rendus à l'entrepôt. Là-bas, ils ont vérifié tous les documents et ont vu la confirmation de la location de l'entrepôt, sur laquelle figurait le nom de Paul Kelly. Comme il y avait plusieurs caméras à cet endroit, le gestionnaire a pu montrer aux policiers des enregistrements sur lesquels on pouvait voir cet homme. Heureusement, ils étaient d'assez bonne qualité. Et lorsque les policiers ont vu son visage, ils ont réalisé qu'ils connaissaient cet homme. Ce n'était pas du tout Paul Kelly, mais bien Graham Coutts. Il avait loué l'entrepôt sous un faux nom. Les policiers ont immédiatement décidé de vérifier l'endroit qu'il avait loué, pensant qu'il pourrait y avoir quelque chose d'utile pour l'enquête. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs affaires, notamment les vêtements de Jane, ceux qu'elle portait le jour de sa disparition, sa carte de débit et son téléphone portable. Ils ont également découvert une chemise bleue pour homme avec des traces de sang, ainsi qu'un préservatif usagé, ce qui les a beaucoup surpris. C'était suffisamment de preuves pour arrêter Graham à nouveau. Toutes les affaires trouvées dans l'entrepôt ont été saisies pour être examinées. Sur la chemise pour homme, en plus des traces de sang appartenant à Jane, on a également trouvé des traces de sperme qui, après analyse ADN, ont été identifiées comme appartenant à Graham. Son ADN a également été trouvé à l'intérieur du préservatif, tandis que sur la face externe, on a trouvé l'ADN de Jane. Les policiers ont également récupéré les enregistrements de vidéosurveillance. Grâce à eux, ils pourraient obtenir plus de détails sur ce crime. Dans l'enregistrement du 18 avril, la veille de la découverte du corps, on pouvait voir Graham arriver à l'entrepôt, prendre un chariot et se rendre dans sa salle de stockage. Après un certain temps, il est reparti avec une énorme boîte en carton qui, comme on peut le deviner, contenait le corps de Jane. Il a tout emporté dans sa voiture et à son retour à l'entrepôt, il a commencé à essuyer le sol, probablement pour nettoyer des traces de sang provenant du carton. Et en janvier 2004, le procès dans cette affaire a commencé. Graham n'a pas admis le meurtre de Jane, mais lors du procès, il a présenté sa version des événements. Il a soutenu que la mort de la femme était simplement un accident.
Selon lui, lorsqu'elle l'a appelé, vendredi matin, après une courte conversation, ils ont décidé de se retrouver à la piscine. Ils n'avaient pas d'autre projet pour la journée et ont pensé qu'une séance de natation serait idéale. Cependant, lorsqu'ils se sont rencontrés, l'homme a remarqué que la femme semblait très triste et avait l'air préoccupée. C'est pourquoi il l'a invitée chez lui pour prendre un café. Une fois là-bas, Jane a sauté dans ses bras et ils ont eu des relations sexuelles pour la première fois. Au cours de cet acte, Graham lui a demandé si elle voulait essayer quelque chose de nouveau. Lorsqu'elle a accepté, il a enroulé des collants autour de son cou et a dû les serrer trop fort, car au bout d'un moment, il a remarqué qu'elle ne bougeait plus. Pris de panique, il a d'abord pensé à appeler une ambulance, mais il a finalement décidé de cacher la situation à tout le monde. Graham a expliqué qu'il avait décidé de cacher le corps et de le brûler dans la forêt par crainte des conséquences. Sa femme Lisa était enceinte de leurs jumeaux, et il craignait que la révélation de ce qu'il avait fait ne provoque un choc si grand qu'elle pourrait perdre leurs enfants. Il ne pouvait pas laisser cela arriver, alors il a choisi de dissimuler la vérité. Aucun membre de la famille de Jane ou de ses amis ne croyait à cette version des événements. Il la connaissait bien, savait qu'elle était heureuse dans sa relation et qu'elle ne tromperait jamais Malcolm. Elle n'avait pas non plus la meilleure opinion de Graham et pensait qu'il était émotionnellement instable. Ironiquement, elle craignait parfois pour la sécurité de son amie Lisa. Les preuves recueillies n'ont pas non plus confirmé la version de Graham. Lorsque le corps de Jane a été retrouvé, les collants étaient encore serrés autour de son cou. Si cela avait été un accident, comme il le prétendait, il aurait probablement essayé de les enlever immédiatement pour lui permettre de mieux respirer. Mais il ne l'a pas fait. De plus, des traces de sang sur la chemise trouvée dans la boîte à gants indiquaient qu'il avait dû attaquer Jane par derrière. Ces marques n'étaient visibles que sur la manche, ce qui laissait supposer qu'il l'avait agrippée en pressant son bras contre son cou. Alors qu'elle commençait à s'étouffer, son sang a taché sa manche. Rien ne correspondait à sa version des événements. Après avoir examiné l'ordinateur de Graham et son historique de recherche, il a été conclu que l'homme était très intéressé par le sujet de l'étranglement et des cadavres féminins. Il avait visité des sites sur ce sujet la veille de la disparition de Jane et quelques jours après. Un grand nombre de photos liées à ce sujet ont été trouvées sur son ordinateur. On soupçonne que lorsqu'il a invité Jane chez lui, il savait exactement ce qui allait se passer. Il pourrait enfin réaliser ses fantasmes. Les preuves recueillies ont révélé que Graham n'avait pas immédiatement transporté le corps de Jane à l'entrepôt. Pendant 11 jours, il l'a conservé dans un appartement vacant situé au-dessus du sien, où il a abusé de son cadavre. Il avait les clés de cet appartement et pouvait y accéder à tout moment. Ce n'est que passé ces 11 jours qu'il a déplacé le corps vers l'entrepôt loué où il se rendait régulièrement. Pendant les 3 semaines où le corps est resté dans l'entrepôt, il s'y est rendu 7 fois. Le préservatif usagé retrouvé dans l'entrepôt expliquait cette fréquence. Ce comportement ne pouvait pas être qualifié de simple panique, comme il avait tenté de le faire croire. Les jurés ont délibéré pendant 9 heures avant de rendre leur verdict. Graham Coutts a été reconnu coupable du meurtre de Jane et condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Un appel a été interjeté contre ce jugement et en 2007, un nouveau procès a eu lieu. Graham a de nouveau été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette fois, sa peine lui permet de demander une libération conditionnelle après 26 ans, soit en 2033. Graham purge actuellement sa peine à la prison de Wakefield, mais il a sollicité un transfert vers une prison en Écosse pour se rapprocher de sa famille. Lors de son précédent séjour dans cette prison écossaise, il avait été enchanté par la vue imprenable des sommets enneigés qui s'étendaient devant lui par la fenêtre. Bien que sa demande de transfert ait été approuvée, il attend encore de rejoindre sa région natale. C'est ici que se termine l'histoire de Jane. Qu'en avez-vous pensé ?
Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.